Depuis le début de notre voyage, on a visité beaucoup d'endroits. Et certains de ces endroits étaient classés à ce qu'on appelle le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ça veut dire quoi? Parce que quand on entend qu'un site est classé au patrimoine mondial, de suite on se dit que waouh, ça doit être quelque chose d'exceptionnel à voir. Mais dans la réalité, qui est-ce qui décide si un site mérite ou non de faire partie de cette liste? Et il y en a combien des sites comme ça dans le monde? Et surtout, le plus important, ça sert à quoi d'être dans cette liste? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va aussi en profiter pour aller visiter un de ces sites en Argentine. Car oui, des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y en a dans le monde entier. Bon, quand on regarde la carte des 1199 sites classés au patrimoine mondial, c'est sûr qu'on a un peu l'impression que l'Europe a le monopole. Sachant que quand on parle d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça peut être un site naturel, comme par exemple le Grand Canyon aux États-Unis, un site culturel, comme la Grande Muraille de Chine, ou un site mixte, comme le Machu Picchu au Pérou, qui allie une construction humaine et un lieu naturel d'exception. La grande majorité de ces sites sont des sites culturels, 933 contre seulement 227 naturels. Ce label a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour permettre de préserver pour les générations futures des biens naturels ou culturels considérés comme exceptionnels et uniques. Et pour qu'un site soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est au ministère des Cultures du pays en question de déposer un dossier qui sera examiné par un comité qui décidera si oui ou non le site mérite d'entrer dans cette liste prestigieuse. Et le comité qui décide est composé de 21 États qui peut être amené à changer tous les 2 ans. Actuellement, par exemple, l'Argentine, la Belgique et l'Italie font partie du comité. Mais du coup, ça sert à quoi d'être dans cette liste? Parce que bien que l'idée soit de préserver ces lieux pour les générations futures, dans la réalité, et c'est malheureusement déjà arrivé, certains sites peuvent être détruits en cas de guerre par exemple, et l'UNESCO n'a aucun moyen d'intervenir et de protéger le site en question. L'UNESCO dispose bien d'une bourse pour financer certains projets de préservation, mais ça reste quand même minime. Non, l'une des raisons principales de vouloir obtenir ce label de patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pour avoir une reconnaissance internationale. Et qui dit reconnaissance internationale, dit plus grande visibilité aux yeux du monde. Et c'est là que cette idée de préserver le patrimoine mondial commence à atteindre ses limites. Car plus de visibilité, ça veut aussi dire plus de touristes, et donc plus d'argent. Donc en soi, on pourrait se dire que c'est plus d'argent pour préserver le site. Mais avec le tourisme de masse, ça veut aussi et surtout dire plus de chances que le site soit détérioré. Et avec les enjeux économiques plus importants, ça augmente les chances que les abords du site se construisent pour accueillir toujours plus de touristes et que des conflits internes aux populations locales éclatent pour savoir qui va récupérer le plus d'argent. Donc on peut dire que ce label il part d'une bonne idée et qu'il apporte probablement pour la plupart des sites labellisés du positif, mais comme toujours dans la vie, il peut y avoir des dérives. Et maintenant, je vous propose de vous emmener en Argentine sur l'un des rares sites du pays classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon allez, aujourd'hui on va aller visiter le parc de Talampaya et vous allez voir c'est assez marrant parce que comparé à ce qu'on avait l'habitude de voir là, depuis qu'on est en Amérique du Sud où bon quand tu rentres dans un parc il y a quelques petites installations mais bon c'est pas des grosses installations. Là ici dans ce parc, on a l'impression que c'est un retour aux États-Unis. Il y a une cabane dédiée au guarda-parc, il y a une cabane pour les tours organisés, il y a une cabane pour manger, enfin tout est très bien fait. Là derrière vous, on vous le montrera après, mais il y a un grand camping. Enfin on sent que le truc c'est fait pour accueillir du monde. Bon par contre, comparé aux USA où il suffit d'acheter le pass pour tous les parcs nationaux du pays à 80 €, ici, le tour organisé qu'on est obligé de prendre car il est interdit de rentrer seul dans le parc va quand même nous coûter 100 € à deux. Profit. Ça fait vraiment très sortie scolaire là. On est appelé, il faut rentrer dans le bus. Et Ambrine, qu'est-ce que tu viens de me dire? Filme-moi, me filme. Ouais, voilà. Et Ambrine, enfin, sortie scolaire, il faut que je la nourrice déjà. J'ai pas pris de petit déj, moi. On a ensuite roulé pendant une vingtaine de minutes pour se rendre à notre premier objectif. Bon, c'est sûr que par contre, souvent, dans les vidéos, je dis qu'il y a des lâchers de touristes. Là, pour le coup, on fait vraiment partie des lâchers de touristes. C'est vraiment, on arrive et bim, il y a 20 personnes qui arrivent sur le site. Mais ce qui est bien quand même ici, c'est qu'en fait, il y a un seul bus par matinée et un seul bus par après-midi. Ça veut dire que certes, on est dans un bus où il y a 20 personnes, mais par contre, on va être les seules 20 personnes de la matinée à être ici. Donc, comme c'est grand, on a quand même un peu l'impression d'être un peu libre et ça va. Du coup, qu'est-ce qu'on a à voir ici normalement? Des pétroglyphes.
Là, on en voit. Mais je crois qu'il y en a là, mais je les vois pas. Bon, ça me rassure. La madame qui est derrière, je l'ai entendu dire « Ah, c'est le premier que je vois, là, celui qu'on voyait bien sur la pierre. » Mais sinon, elle n'arrivait pas à les voir avant. Bon, après, le fait qu'elle ait 75 ans, peut-être que ça jouait en sa défaveur, mais c'est sûr qu'on n'est pas les seuls à galérer à les voir. En fait, il y en a, on les voit, ils sont petits, mais parfois, c'est vraiment compliqué à les voir. Bon, en tout cas, pour ce parc, c'est sûr qu'on peut pas leur reprocher de mal préserver le site. Il y a très peu de bus qui circulent dans le parc chaque jour, alors principalement car il est un peu perdu au milieu de nulle part, et tout est balisé, donc aucun moyen de dégrader les lieux. On est ensuite remonté dans le bus, et cette fois, je peux vous dire qu'en haut du bus, avec toutes les personnes qui prennent des photos et vidéos, on se sentait vraiment comme le cliché du touriste de base. Bon allez, deuxième arrêt. Ah bah je disais qu'on était les seuls touristes, mais pas du tout en fait, il y a d'autres gens. Bon ça va, ils se sont pas arrêtés. Bon là les falaises elles sont vraiment impressionnantes. Elles sont grandes hein, déjà, je crois qu'elles font entre 100 et 150 mètres de haut. Et c'est vraiment abrupt quoi, on sent qu'elles ont été, ça a été coupé d'un coup. On se rend compte qu'on a fait une connerie par contre avec ce tour. C'est que là il y a des gens, nous on est 20 et en fait là il y a un groupe de 5 et ils sont à vélo. Et en fait on aurait pu le faire à vélo tout ça. Je suis dégoûté. Bon il y a un truc au moins on peut pas leur reprocher ça. C'est que le guide, bon il te laisse en arrière, il n'y a pas de problème quoi. Tant que tu retournes dans le bus au moment où il faut retourner. Alors j'ai malheureusement pas filmé ce moment, mais lors d'un des arrêts, le guide a carrément oublié 2 personnes qui ont dû courir derrière le bus pour lui dire de s'arrêter. 1, 2, 3, go! C'était vraiment super impressionnant là, parce qu'on le voit, on l'entend quand même dans la vidéo, je viens de réécouter. On a crié et il y a eu un triple écho. Déjà il y a eu un énorme écho, j'avais jamais entendu un écho, enfin l'écho était vraiment lointain, c'était impressionnant. Et on l'a entendu 3 fois, c'était assez impressionnant ça. Et c'était marrant parce qu'en fait, on a dû le refaire au moins 4 fois le truc. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on criait, on entendait le premier écho. Et à chaque fois, il y a une femme qui parlait. Et du coup, on n'entendait pas les deux autres échos. Sí, ahí se escuchó. Qu'est-ce que c'est, Ambrine? On a le droit à une sacrée collation apparemment. Está todo, tiene todo alucinante. Costó venir, pesado para levantar el camión. Bon, c'est sûr que par contre, un endroit comme ça, je suis un peu déçu de ne pas avoir le drone. Évidemment, le drone est interdit dans tout le parc, mais là, je pense que ça aurait pu faire vraiment des très beaux plans drone. Et aussi, franchement, moi je me serais bien vu dormir là, juste là. Je pense qu'on aurait été pas mal avec le van là, on aurait passé quelques jours ici avec le van, on aurait été vraiment pas mal je pense. Bon alors Ambrine, qu'est-ce que tu en penses pour le moment? C'est très joli. C'est dommage qu'on soit avec tout un groupe de touristes. Ah, c'est toi qui dis ça. Bon, 4e arrêt, c'est l'avant-dernier je crois d'ailleurs. 4e arrêt dans notre petit circuit organisé. Bon là pour le coup ça fait vraiment penser aux États-Unis. Parce que ces gros blocs rouges et tout, ça fait penser un peu... Comment il s'appelle ce parc déjà? Pas Canyonland? Bryce Canyon. Bryce Canyon. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu penser à Bryce Canyon. On a ensuite fait un dernier arrêt dans le canyon et le tour était terminé. Alors c'est vraiment un très bel endroit, mais ça reste quand même cher. Car si on remet les choses dans le contexte, payer 50 € par personne pour 3 heures de visite en Argentine, c'est un peu comme payer l'équivalent de 100 ou 150 € en France pour un tour de quelques heures. Bon c'est bon, on a fini le tour. Pour vivre l'expérience au complet, on mange dans la petite cafétéria. Moi je sais plus ce que c'est un sandwich avec une milanaise, c'est pas trop mal honnêtement. Ça coûte à peu près 8 € on va dire. Comment tu as trouvé ce tour? Est-ce que ça valait déjà les 50 € par personne? Je pense que ça vaut un peu moins, mais je suis vraiment pas déçue de l'avoir fait. Bon allez, on se réveille dans notre petit parc national. On vous avait pas montré le camping aussi, mais il est vraiment pas mal. Pour le coup, comparé au prix de l'entrée du parc national, c'est vraiment pas cher. Parce que pour le camping, sachant qu'on a, je vais vous montrer, mais on a une place vraiment dédiée pour nous, avec l'électricité au niveau de la place. On a des grandes douches, des toilettes, enfin il y a vraiment tout, il est vraiment bien. Et on paye moins d'1,50 €. On paye 1 € on va dire par personne, donc on paye 2 € pour ce camping. Donc franchement il y a le prix du parc national qui est extrêmement cher pour l'Argentine et par contre le camping qui est vraiment pas cher.
Donc bon, ça c'est quand même pas trop mal. Le seul défaut qu'il y a à ce camping, c'est que comme on est dans une zone très désertique et un peu loin de tout, on n'a pas le droit de se recharger en eau. Et nous, c'est vrai qu'on est arrivé ici, on avait quasiment plus d'eau. Et du coup, quand on leur a demandé si on pouvait se recharger en eau, ils nous ont dit non. Ils nous ont dit bah vous pouvez prendre une bouteille de 5 litres à la limite chaque jour pour faire un peu la vaisselle, mais rien de plus. Mais bon, sinon il était vraiment très bien. On avait d'ailleurs prévu d'y rester encore un petit peu, au moins cette matinée et partir en fin d'après-midi. Sauf que, comme d'hab, ça fait... La dernière fois qu'on avait rechargé le gaz, c'était il y a 22 jours et c'est bon, notre bouteille de gaz est déjà vide. Pourtant on avait essayé de faire plein de choses pour qu'elle tienne un peu plus longtemps. On avait mis le frigo au minimum, on avait essayé un petit peu dès qu'on était dans le van et qu'il y avait du soleil de le mettre de suite sur l'électricité pour pas qu'il consomme du gaz. Mais non, on n'a toujours pas réussi à régler ce problème. Donc là, 22 jours après la dernière recharge, il faut déjà qu'on aille recharger la bouteille de gaz. D'ailleurs ça m'intéresse vachement de savoir s'il y a des gens qui ont des frigos un peu trimix comme nous, combien de temps vous arrivez à tenir avec une bouteille de gaz, sachant que nous c'est une bouteille de gaz de je crois c'est 20 livres, donc ça fait à peu près on va dire 10 kilos, et qu'en réalité le gaz on l'utilise juste pour cuisiner et le frigo. Le chauffage on l'utilise jamais, la dernière fois qu'on l'avait utilisé c'était aux États-Unis, et l'eau chaude pour la douche, je crois que c'était États-Unis aussi. Donc nous vraiment le gaz, comme on essaie de l'économiser, c'est uniquement pour le frigo et la cuisine. Mais là on tient 22 jours au maximum quoi, c'est chiant franchement. Surtout que là comme on est dans une zone un peu, il n'y a pas énormément de choses autour. Là on va prendre la direction d'une petite ville. Mais du coup dans cette ville et dans un rayon de 300 km autour de cette ville, et ben sur iOverlander on a trouvé un mec dans un magasin qui apparemment recharge les bouteilles de gaz. Mais ça veut dire que si lui là aujourd'hui, là quand on va y aller, il nous dit qu'il peut pas recharger notre bouteille de gaz, bah en vrai on est un peu... je sais pas trop ce qu'on va faire, j'espère vraiment qu'on va pouvoir, parce que sinon ça veut dire que soit on peut pas aller faire les trucs qu'on avait prévu de faire, soit faut qu'on aille rouler 6-7 heures pour aller dans une grande ville, donc ouais, un petit peu chiant. Donc oui, ça m'intéresse un peu de savoir si vraiment c'est notre frigo qui commence à être complètement flingué, ou si en réalité avant on tenait 1 mois et demi avec le frigo allumé quasiment non-stop et faire la cuisine parce que peut-être notre frigo en fait il marchait mal et il y avait une toute petite flamme et c'est pour ça qu'on tenait aussi longtemps. Mais là je trouve que 20 jours avec une bouteille de 10 kg c'est vraiment pas énorme quoi. Bon c'est bon, on a réussi à faire le plein de gaz et juste à côté du monsieur qui remplissait le gaz, il y avait un restaurant qui était noté sur iOverlander. Donc iOverlander pour les restaurants, vous allez voir, c'est vraiment bien aussi. Moi il n'y avait que des bons avis. Et c'était un restaurant libanais en plus, je pense qu'on n'a jamais mangé libanais dans ce voyage. Du coup on s'est dit bon on va se faire un petit libanais, et regardez ce qu'ils nous ont amené, mais ils nous ont amené tellement de nourriture, là je pense qu'il va en rester pour ce soir. Donc c'est parfait, on est très contents, et on va terminer la vidéo ici. Donc merci d'avoir regardé, n'oubliez pas le petit commentaire pour nous soutenir. Et nous pour l'instant on va essayer de... Je sais pas comment on va faire Ambrine, mais on va essayer de manger tout ça. Tu as faim Ambrine j'espère? Ça va.